Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer cette rencontre et surtout ravi de vous accueillir pour cette rentrée, pour le premier événement de la rentrée et le dernier attaché à l'exposition actuelle. Et nous sommes vraiment ravis d'accueillir Pierre-Joseph et Nicolas Bourriaud. C'est assez exceptionnel, je veux dire. Donc on est vraiment très contents. Et donc cette rencontre a été donc imaginée à l'appui de cette exposition de scénarios pour une collection qui présente donc les acquisitions récentes du FRAC et dans ce deuxième volet plus particulièrement des œuvres qui s'attachent à la notion de dispositif et des réflexions autour de l'œuvre, comment on peut la présenter, comment on la conçoit, comment on la prolonge. Et c'est donc dans ce cadre-là comment l'œuvre de Pierre-Joseph est présentée. Et donc il nous a semblé intéressant de vous réunir ici pour donc parler du travail de Pierre-Joseph et évidemment de toutes les recherches de Nicolas Bourriaud qui ont nourri ces 30 dernières années toute une génération d'artistes. Donc je vais commencer donc par vous présenter Nicolas, si tant est qu'il faille le faire, donc Nicolas Bourriaud, commissaire d'exposition dans le monde entier, curateur, critique d'art, écrivain, auteur de nombreux essais donc, théoriques sur l'art contemporain, comme post-production en 2004, The Radicante en 2009, pour citer cela, et bien entendu le très célèbre Esthétique relationnelle, qui est donc paru en 1998, et qui a véritablement marqué donc, toute cette période de la fin des années 90, et comment envisager l'art, comment envisager les nouvelles formes de l'art qui s'inscrivent justement plus dans la relation, dans le rapport au vivant, dans la rencontre, mais donc tout ça, j'imagine, développé, et qui va véritablement orienter beaucoup d'artistes. Et donc toute une génération qui ont été donc, marquées par cette empreinte, comme Maurizio Cattelan, Liam Gillick, Pierre Luc, Philippe Parello, et bien entendu, ici présent. Dans les années 90, Nicolas Bourriaud crée aussi plusieurs revues, comme Documents sur l'art, Perpendiculaire. Vous êtes cofondateur du Palais de Tokyo avec Jérôme Sens en 2000, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine en 2006. Vous dirigez l'École nationale des Beaux-Arts de Paris de 2011 à 2015. En 2017, vous devenez directeur général de Montpellier Contemporain, plus connu sous l'appellation MOCO, qui regroupe à la fois donc, une école d'art, mais aussi deux lieux d'exposition, la Panacée et l'Hôtel des Collections. En 2019, vous êtes commissaire de la Biennale d'Istanbul, intitulée 7e continent, en référence à cette île formée de plastique. Votre dernier essai, sorti donc très récemment en 2021, s'intitule Inclusion esthétique du capital au Seine, qui convoque le rôle de l'art à l'œuvre de l'Anthropocène. Donc, pour rappel, l'Anthropocène, peut-être que vous redéfinirez davantage, mais serait donc notre nouvelle ère géologique qui est influencée principalement donc, par les actions d'origine humaine. Et j'ai donc juste relevé ce petit commentaire justement à propos de votre dernier essai, qui dit donc convoquant les plus grands créateurs contemporains en même temps que les derniers apports de l'anthropologie, de la philosophie ou de l'esthétique, inclusion est un plaidoyer vibrant pour une forme soutenable de vie dont l'art pourrait constituer le modèle. Voilà. Je ne sais pas. Comment ça écrit. Non, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais, voilà, je trouvais que c'était une manière d'amorcer les choses. Pierre-Joseph, alors vous êtes né à Caen, vous en parlez un instant, vous avez donc, une attache particulière à la Normandie. Vous allez grandir, puis ensuite à Grenoble, où vous allez donc suivre l'enseignement de Jean-Luc Winghout et Ange Leccia à l'École des Beaux-Arts de Grenoble en 1984. Même époque où va se créer le Centre national d'art contemporain, le magasin, qui a aussi un rôle très important,
de par les relations assez importantes entre justement l'école d'art et ce lieu où il y a beaucoup d'interactions, où les étudiants sont invités à participer, etc. Où vous allez, je pense, donc rencontrer Dominique Gonzalez-Forster, qui est très importante, et Esther Schipper, qui, elles, suivent la formation plus curatoriale dispensée par l'école du magasin. Et voilà, tout ça va contribuer à l'éclosion de ce groupe d'artistes de Grenoble, avec Philippe Parello, Bernard Joysten, Philippe Perrin, David Renaud, et bien sûr vous-même. Puis vous allez ensuite aller à la Villa Arson, à Nice, qui va devenir un véritable vivier pour la scène émergente de l'époque. Il va y avoir donc l'exposition No Man's Time en 91, organisée par Hélène Troncy, et serait aussi partie prenante dans cette aventure. Et c'est à cette occasion que va surgir le fameux personnage à réactiver, dont j'imagine vous allez évoquer peut-être dans ce dialogue. Et puis, donc, en 2019, vous prenez un poste d'enseignement à l'école de Montpellier pour enseigner donc, le volume et l'installation. Vous êtes représenté par la Galerie de Paris. Vous avez eu récemment une exposition personnelle en 2018, même année aussi au Palais de Tokyo. Et puis un petit peu avant, donc en 2016, une exposition qui s'intitulait Hyper Normandie à la Galerie Noisy-le-Sec, où va être présentée donc l'installation, où sera présente donc cette série que l'on voit ici, augmentée d'une deuxième série en vis-à-vis. Donc cette série qui s'appelle donc Photographie sans fin, Champ de blé 2. Donc ici c'est le champ de blé 2, il y avait le champ de blé 1. Et donc suite du titre, 12 images plus ou moins. Voilà. On pourrait peut-être revenir justement sur cet intitulé. Voilà, donc cette série qui propose donc a priori la répétition d'une même image, et en fait si on s'y attarde on voit que ce n'est jamais une même image, et qui interroge bien sûr tout simplement la production de l'image photographique avec les outils contemporains et de quelle manière finalement la technologie amène à fabriquer des images qui ont tendance à se ressembler, et de voir comme ça une sorte, d'aborder le fait qu'il y ait une sorte d'uniformité dans le paysage de la photographie contemporaine, et évidemment on comprend aussi l'analogie avec l'uniformité aussi du paysage dans son essence première, de par la globalisation des cultures intensives, etc. Et du coup une dimension aussi écologique qui est aussi chère à eux, évidemment. Donc voilà, à partir de tout cela, toutes les questions qui traversent vos recherches à l'un et à l'autre, ce dialogue va vraiment peut-être parcourir justement comment ces pensées ont évolué au cours de ces 30 années, et comment l'un et l'autre aussi vous positionnez, puisque vous n'avez pas la même position, l'un est auteur, l'autre artiste, et aussi peut-être répondre à la question comment fait-on aujourd'hui pour créer une œuvre d'art? Qu'est-ce que ça signifie de produire une œuvre? Est-ce que le rapport aussi à l'objet, à la matérialité, à l'immatérialité? Voilà ce que je peux dire, et je vous laisse la parole. D'accord. Merci. Alors, je peux peut-être commencer un petit peu par une forme biographique, notamment par rapport à cette série de photos de blé. Moi, je suis né donc, à Caen, avec un père photographe et une mère photographe. Alors, mon père, c'était plus la photographie industrielle et puis la photographie aérienne. Et ma mère, c'était plus jeune et c'était davantage, par la suite, une photographie plus sociale, qui travaillait en lien avec la municipalité pour une sorte aussi de regard comme ça sur la vie. Mais donc j'ai été baigné très tôt dans la question de la photographie. Et une des choses qui m'a marqué dans cette histoire, dans ce cursus, c'est de les voir manipuler
à la fois des tirages photos, à la fois des planches contact, à la fois faire des choix dans leurs images, essayer de trouver toujours la meilleure image, la plus juste, et de faire ces tirages photos et de puiser au milieu d'une quantité d'images. Et j'étais assez sensible, moi, dans tout ça, aux planches contact, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup d'images autour d'un même sujet, et d'avoir une sorte de variation autour de quelque chose qu'on voulait essayer de saisir, qui était saisi pas dans une seule image, mais je trouvais la question de la variation et d'avoir toutes ces images sur une seule planche parfois plus intéressant que le choix d'une seule image au milieu de cet ensemble. Pourquoi arrêter l'image? Pourquoi la solidifier sur une seule possibilité? Donc ça, c'était une chose importante. Alors, d'un point de vue biographique, effectivement, je suis né à Caen, donc c'est la plaine de Caen. Quand j'étais jeune, quand on sortait de Caen, c'était très vite des champs de blé tout autour. J'ai su aussi qu'avant d'être photographe, mon père avait été contrôleur de céréales. Peut-être ça m'a alimenté aussi quelque part autour de ça. Par les aléas ensuite de la vie, je me suis retrouvé un petit peu élevé par mes grands-parents qui avaient une ferme donc, près de Bernay, dans l'Eure. Et là, j'ai des maisons au milieu des champs de blé, des champs du colza, de la luzerne, etc., etc. Donc ça décrit quand même une sorte de fond comme ça, une sorte d'intérêt pour ce type de paysage qu'à l'époque je ne prenais pas non plus comme quelque chose qui était lié à la monoculture ou à la révolution verte post-après-guerre, mais je prenais ça pour des paysages naturels, complètement naturels en fait. C'est par la suite que j'ai compris que c'était une monoculture, que c'était une façon d'aborder la question de la culture, de l'approvisionnement, etc., etc. Et qu'effectivement, j'ai compris que c'était un petit peu de la main de l'homme, tout ça, et que de la main de l'homme. Voilà, les champs de blé aussi, c'est pour moi une sorte de bruit de fond aussi de l'humanité, un peu comme on dirait au fin de l'univers, au fin fond de l'univers, on a l'écho du Big Bang encore là, qui est en toile de fond derrière les étoiles. Là, pour moi, le champ de blé aussi, pour l'humanité, le blé est une question aussi, une sorte de toile de fond très lointaine. Voilà. Alors, cette approche est venue aussi par une première série que j'avais faite, qui est présentée ici, vous pouvez voir sur l'écran télé, qui était la première série de photos un petit peu sans fin que j'ai réalisée. Ça s'était fait à Montpellier, dans une petite galerie, qui s'appelle Les Chantiers Bodmer. Et j'avais voulu chapitrer cette exposition en 3 moments, et un des moments était celui avec ces images, un début de travail autour de photographie sans fin. Et ça, c'est un champ de luzerne que j'ai pris en photo un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne fais pas de cadrage spécifique, je suis au milieu du champ et je fais des photos en réglant mon appareil sur une position automatique, à la fois de la netteté et à la fois de la lumière. Et ça me permet d'être un petit peu déchargé comme ça de la question du regard, de l'auteur, et plutôt de me rendre un petit peu mécanique dans mon approche de la photographie, de la prise de l'image. Et ça, l'idée de ça, c'est venu d'une assez lointaine, relativement récente visite du musée de Cluny à Paris, où il y a la Dame de la Licorne, la grande tapisserie. Et la question de la tapisserie mille fleurs, c'est-à-dire que dans ces tapisseries, on a des motifs répétés de fleurs, parfois de lapins, des choses qui sont répétées, complètement répétitives. Et je me suis, comme ça, j'ai été sensibilisé à ça. Je me suis dit, en photographie, peut-être que je pourrais avoir une sorte d'approche comme ça, de
cette mécanique de tapisserie du Moyen-Âge, en répétant le motif, mais à l'infini. Et donc voilà, c'était la première série, c'était dans un champ de luzerne, c'était en Basse-Normandie, et voilà, j'ai fait cette série. Il y avait 10 ou 12 images, je ne sais plus exactement. Et ça, c'était la première. Et la question de sans fin, c'est-à-dire qu'on est effectivement avec des appareils numériques qui ont des cartes mémoire qui sont extensibles un petit peu à l'infini, par rapport à la photo argentique avec une pellicule de 36 images. On avait nécessairement la nécessité de cadrer, de choisir, d'être précis, parce que pas beaucoup de munitions derrière soi, avec soi. Or, en numérique, on est plutôt dans le lâchage comme ça, la logorée d'images. Et c'était un petit peu ce que j'avais envie de montrer, mais tout en essayant de récupérer une force de ça, c'est-à-dire que, oui, le déclenchement multiple, la possibilité de faire plein d'images, mais peut-être pour retrouver la question de ce que j'étais en train de montrer, la nature du sujet, c'est-à-dire que dans le champ de blé, il y a des épis, les épis sont faits avec des grains, les épis sont répétés, les épis deviennent par la répétition un chant, et moi je répète les images aussi un petit peu de la même façon que le chant se constitue. Donc essayer de retrouver aussi une sorte de vérité de ce que je suis en train de photographier. Voilà, ça c'est un petit peu l'origine de ces images. Je les ai ensuite un petit peu, je les ai poursuivies. Mon nom et personne, c'était le titre de l'expo à Montpellier, parce qu'il y avait la question aussi de la dépossession, de la question de l'auteur. Et puis ça m'intéressait aussi une question biographique, parce que Pierre-Joseph, c'est 2 prénoms, et quelque part on se demande un peu d'où on vient, parce qu'on sait que quand on a un prénom comme nom, ça a été une sorte de rupture dans la transmission. C'est quelqu'un d'abandonné à un moment, donc il récupère le prénom, on lui donne un prénom, et ce prénom devient pour sa descendance nom de famille. Et voilà, ça c'est des détails. Et voilà, ça c'est une des dernières installations faites avec cette question des photographies sans fin. C'était au Palais de Tokyo, donc il y a 2 ans. Et j'ai appelé ça le mur de mur. Alors, c'est une sorte de jeu de mots un petit peu rigolo, mais pour moi, ce n'était pas qu'un jeu de mots, c'était aussi la question de la cueillette des murs, que j'ai réalisé moi-même. Je suis allé chercher, tous les matins, je faisais une cueillette, je faisais une série de photographies qu'il fallait faire relativement vite en macro-photo, parce qu'après, ça s'abîmait. Et je recommençais le lendemain jusqu'à avoir une série complète d'une 60aine d'images qui, pour moi, était juste par rapport au motif de ces murs. Et pour moi aussi, c'était aussi une sorte d'écho à quelque chose aussi très lointain qui serait la cueillette, le chasseur-cueilleur, quelque chose à la fois très ancien, mais dont je faisais l'hypothèse que peut-être ça pouvait revenir, puisque le titre de l'expo du Palais de Tokyo, c'était Futur, Ancien, Fugitif. Donc il y avait des questions aussi de projection vers le futur. Voilà, je résume peut-être un peu vite, mais j'avais fait la même chose avec des pommes de terre. Dans un espace alternatif à Paris qui s'appelle Noc, par des artistes. Et voilà, un petit peu d'espace autogéré. Et j'avais été invité par un jeune artiste, jeune créateur qui s'appelle Arthur Fourré. Et voilà, il m'a demandé de faire quelque chose, donc j'avais voulu essayer de faire une sorte de rapprochement, un peu comme ça, un peu étrange entre les pommes de terre, Vincent Van Gogh, les premières peintures de Van Gogh, et puis la fondation Vincent Van Gogh qui est à Arles, donc qui est quand même un lieu qui montre à la fois à partir de l'œuvre de Van Gogh des
déclinaisons et des artistes qui sont reliés avec certaines problématiques de la peinture. Et j'ai appelé l'exposition Fondation Vincent Van Gogh ad hoc. Et c'était aussi pour faire une sorte de relation comme ça entre le lieu surreprésenté et le lieu autogéré, en faisant une sorte de confusion par le titre, confusion qui pouvait ensuite se perpétuer dans l'espace internet où les manières d'enregistrer les choses peuvent prêter parfois à la confusion si en plus on est de force. Voilà. Ça c'était un point de vue d'ici, et ça c'était le point de vue à la galerie de Noisy-le-Sec. La première fois que j'avais montré le Champ-de-Blé. Ça répondait au parquet, effectivement, qui est un parquet en épi. Donc, ça faisait une sorte de rapprochement visuel. Mais comme je trouve aussi ici cette construction aussi me renvoie aussi à quelque part à la question du grenier, à la question du stockage. Donc, je trouve que là, ça fonctionnait assez bien aussi. Cette série de lieux. Voilà, ça c'était un autre endroit. Et le deuxième, c'était une série de forêts sur le même principe, c'est-à-dire que dans des landes qui sont dans la région de l'Essai, dans la Manche, il y a fait une série aussi à l'aveugle dans la forêt, comme si je me permettais de me perdre dans la forêt, que dans la lecture et dans l'accrochage ensuite des images, on pouvait se perdre aussi d'une certaine façon, puisqu'une image ressemblant à une autre, et dans le parcours, voilà, une équivalente à l'autre, on pouvait s'y perdre d'une certaine façon aussi. C'est du colza, ça c'était à Dijon, et voilà, ça c'est la luzerne. Alors, je ne sais pas ce que je... Maintenant qu'on a abordé des œuvres autour de cette série-là, je crois peut-être qu'on peut encore plus fondamentaux. Oui, d'accord. Alors j'avais amené un petit texte que je pensais dire, je vais vous en donner une partie. En fait, au départ, il s'adressait à un catalogue qui n'aurait pas existé, qui était pour une exposition de notre galeriste d'Air de Paris qui s'appelle Édouard Mérino et qui a une grande collection à Monaco et dont il avait fait une exposition dans le musée de Monaco, dans le nouveau musée de Monaco. Et donc il y avait un catalogue à cette occasion et il m'avait demandé d'écrire un texte, ce que je voulais comme je participais à cette exposition, étant passé dans sa collection, après j'avais écrit ce texte. Zone tempérée. La lumière à Monaco est d'une nature très linéaire, plus ou moins intense en fonction des heures, et la couleur du ciel procède de même, plus ou moins bleu profond. Comme partout sur la Côte d'Azur, de Menton à Cannes, en passant par Nice, le bleu du ciel envahit tout et impose autant qu'il fait son univocité. Il fait beau. Bien que parfois il y ait de l'orage et que tout puisse finisse par s'assombrir. Il est bien rare d'avoir un temps entre deux, un temps incertain. Le climat dans ce coin de la Méditerranée a quelque chose de dynamique. Soit il fait très beau, soit il fait mauvais. Enfin, mauvais est tout relatif, bien entendu, il faut de l'eau pour vivre et arroser la végétation. Il y a là-bas un endroit que l'on nomme la Petite Afrique, une petite plage adossée à une falaise, à Beaulieu-sur-Mer, qui voit souvent sa température grimper au-delà de toute prévision météo. Il y fait là plus beau que beau et plus chaud que chaud. C'est pour dire que si nous pourrions compter le temps en 0 et en 1. 0, aucun nuage, 1, couverture nuageuse, pas de 2, pas de 1,5, pas de moyen. Le bleu est la toile de fond d'incrustation de la vie azuréenne. Si on avait pour unique référence le climat de la Côte d'Azur, la science météorologique, ses simulations et ses modélisations n'auraient guère évolué. Il n'aurait pas eu assez de doutes pour construire des équations complexes
Parce qu'ici, la météo, c'est oui ou non et pas peut-être. Ma question, est-ce que la météorologie agit sur la création? Plus loin que le constat chez certains peintres d'un réchauffement de leur palette à l'approche du sud de la France, à l'instar de Van Gogh, pour qui le jaune éclate à son arrivée en arbre, je soupçonne le climat de façonner notre rapport aux formes. Nous créons autrement, avec des concepts différents, que nous soyons sur la Côte d'Azur ou en Normandie. Ce n'est pas seulement une affaire visuelle, c'est toute une approche sensible. En effet, un seul geste fondateur semble guider les artistes niçois. Armand, c'est le clin, Yves Klein, c'est le vide ou le monochrome. Les couleurs électriques, c'est Martial Reis. Les papiers découpés de Matisse sont aux couleurs franches et tranchées, et même quand Ben doute de tout, c'est écrit blanc sur noir. L'art est ancré à une forme de radicalité dure comme la roche qui compose les paysages de bord de mer et nette comme la ligne d'horizon de la mer. Il y a quelque chose d'absolu et d'éternel. À ma connaissance, il n'y a pas de peinture monochrome normande. Il y a cependant de la variation, du mouvement et du flou. Claude Monet en est un des exemples. La variation est chez lui un modus operandi. Que la lumière change et qu'importe, c'est une autre peinture qui s'annonce. Eugène Boudin, son maître, est un habitué aussi. Chez lui, les choses s'essayent, se répètent, se ratent. En résultent des variations de ciel, de nuages, de vaches, de plages. L'impressionnisme normand, c'est un peu flou. Là, au contexte de la Méditerranée, au contraire, est net. Seul peut-être Robert Fillon vient ici s'inscrire en faux dans cette histoire, bien fait, pas fait ou mal fait, dans une relation d'équivalence. Mais c'est déjà une autre histoire. Alors bien sûr, dans cette histoire, il y a Duchamp, qui est normand, et oui, je vais vous lire aussi ce passage. Quand Marcel Duchamp se rend à Monte-Carlo en 1924, c'est pour tenter de lever le doute. Recouvert du shampoing, il produit les obligations pour la roulette de Monte-Carlo qui veulent faire disparaître le facteur chance pour gagner à presque tous les coups. Une sorte de martingale sur le long terme pour les porteurs de ces obligations. Écrivant à son ami Francis Picabia à propos de cette expérience sur le rocher, Duchamp remarqua: vous voyez, j'ai arrêté d'être peintre. Maintenant, je fais des essais sur la chance. Pour cette œuvre, Duchamp imagine une version personnelle d'une obligation standard, collant une photo de lui par Manuel. Sa tête couronnée de boucles de savon sur une reproduction d'une roue de roulette. Au dos sont imprimés des extraits des statuts d'Apollinaire. Marcel Duchamp, c'est pourtant indécidable. La co-intelligence des contraires. Une coexistence ludique de réalité hétérogène où aucune ne s'efface complètement au profit des autres. À la fois zéro et à la fois un, en même temps. Et c'est peut-être là où je veux en venir. Il devient très tentant de faire une analogie avec l'expression normande, puisque Duchamp est normand, peut-être ben oui, peut-être ben non. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être bien que non. Si l'histoire attribue à cette propulsion une origine économique, l'explication la plus répandue mentionne une ancienne loi normande donnant le droit à une personne ayant signé un marché de rectifier ou d'annuler le contrat dans les 24 heures de sa signature, elle pourrait tout aussi bien venir de la météorologie capricieuse de cette région du Nord et de l'indécidabilité, à savoir le matin, le temps qu'il fera pour la journée, ce qui est assez crucial pour l'agriculture et pour savoir si l'on emporte ou non en parallèle, temps variable. Oui, je pense que c'est important que Pierre lise ce texte, parce que finalement il fait, à travers la comparaison entre le temps variable de la Normandie et le soleil implacable de la Côte d'Azur, c'est aussi une manière de remettre des images, des formes, en fait, dans un contexte qui les dépasse totalement, puisque c'est le contexte de la météorologie, en fait, c'est un contexte planétaire. Donc ceux qu'on s'est rencontrés, en fait, comme maintenant, enfin, il y a 22-23 ans, et très vite j'ai été frappé par une exposition que Pierre réalisait avec ses petits camarades sortis de l'école des Beaux-Arts en fait, de l'époque, qui s'appelait Ozona. Et c'est l'époque où on commençait vaguement à s'intéresser à certaines perturbations climatiques, et notamment qu'on découvrait, et
accepté, il était possible, en 1989, qu'il était possible que ce soit une action humaine, en l'occurrence l'émission de gaz carbonique, les sprays, les aérosols, les éléments. Et ce raccourci était mis dans cette exposition, réalisée avec l'unique professeur Philippe Pariot et Bernard Joustem, d'une manière assez brillante, parce qu'il ne s'agissait pas d'illustrer un thème. En général, si on entend d'illustrer une idée, on a très peu d'artistes, mais illustrer, ce n'est pas la bonne. Ce qu'il fallait, c'est mettre les images en fait, au niveau de l'idée, en l'occurrence. C'est essayer d'insérer dans la thématique qui était abordée une problématique de l'image, une problématique de la forme. Il ne s'agit pas d'écrire les choses de l'extérieur, mais il s'agit d'appliquer à son propre travail d'artiste une logique formelle qui permet d'éclairer précisément ce sujet. Alors, il se trouve que parmi les premières préoccupations de Pierre-Joseph artiste, c'était de l'écologie de l'image, je pense. Que l'image est passive d'une écologie. Que l'écologie, ce n'est pas uniquement un thème extérieur à l'art, à illustrer, mais quelque chose qu'il faut problématiser dans la production des formes elles-mêmes. Et ça, c'était remarquablement nouveau en fait, à l'époque. Je sais que ça m'avait frappé, en tout cas. C'est l'idée qu'une image a un même titre qu'un élément végétal, minéral ou animal, on est dans un milieu. Et que le travail de Pierre en particulier consistait à explorer les adéquations possibles existantes entre cette image et son mode de production et le milieu qui la reçoit. C'est-à-dire que l'image n'est pas seule, elle n'arrive pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel, elle est élaborée avec des principes, avec des méthodes, en fait, très bien. Je pense qu'il a assez bien montré la méthode était absolument cruciale dans la production de ces œuvres. Et que cette méthode-là avait du sens par rapport à des problématiques beaucoup plus larges. L'image, ça a un milieu. Et ce milieu est passive, donc une écologie, en fait, d'une certaine manière. Et on pourrait presque, c'est là-dessus qu'on commence à discuter, il y a presque une histoire climatique de l'art qui serait intéressante à écrire un jour. Un très bon historien américain qui s'appelle Kyle Harper, qui a écrit une sorte d'histoire climatique de la décadence de l'Empire romain, qui a remis en perspective à la fois les épidémies de l'époque, la fameuse peste antonine, l'épidémie de variole, qui a vraiment frappé l'Empire romain au IIe siècle, et les évolutions en fait, du climat, le petit âge glaciaire en fait, qui arrive au IVe siècle, qui perturbe complètement l'économie romaine. Je parle de ça parce que c'est un aspect en fait, de l'histoire qu'on commence à peine en fait, à aborder. Parce que on perçoit que très partiellement encore les interactions avec la grande histoire qu'on raconte, celles de nos propres, des batailles, des rois, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui nous enveloppe, ce qui nous englobe. Et une des grandes qualités de l'œuvre de Pierre-Joseph, c'est précisément de nous embarquer dans ce qui nous enveloppe. En fait. Ça va prendre la plupart de tes œuvres. C'est comme quand on arrache un légume, en fait, il y a des racines qui viennent avec, il y a un peu de terre qui vient avec. Je pense que la plupart de tes œuvres, en fait, c'est jamais juste un légume, c'est l'ensemble en fait du légume
avec ses racines et ses tiges, ses pétales, etc. Moi, sur cette question en fait, d'une image, en fait, toujours inséparable de son milieu, c'est là où je voulais te poser la question. Comment est-ce que toi tu exprimerais cette idée? Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle est fondamentale ou pas dans ton travail? C'est très difficile de présenter une photographie ou une image seulement toute seule, encadrée. Enfin, je trouve ça assez décevant. Je sais que depuis que je suis sorti de l'école, même avec mes camarades de l'époque, on s'est toujours posé la question aussi de notre présence devant l'œuvre. Enfin, on s'est toujours mis aussi à la place du spectateur et donc être devant une chose encadrée, seule, un peu comme ça, très statique. La question de l'enveloppe, elle n'y était pas. Donc, je pense que dans le processus d'apparition de l'image, il y a aussi une manière d'envelopper le spectateur, celui qui regarde, le visiteur, à la fois pour l'intégrer, mais pour lui faire comprendre quelque chose qui est plus large que l'image toute seule. Et je pense que c'est lié aussi à la question des technologies qui sont différentes pour les images et qui déjà donnent certaines idées ou certaines pistes pour montrer une image. C'est-à-dire comment déjà elle a été construite, quel appareil, quelle technologie lui a permis d'apparaître. Et la question du numérique pose d'énormes questions par rapport au monde analogique d'avant, qu'il s'agit aussi de mettre en scène. On ne peut pas se... J'en parlais avec ma mère encore il n'y a pas assez longtemps, c'est-à-dire qu'elle prend encore un appareil numérique comme elle prenait son appareil argentique, peut-être avec plus de facilité parce que même elle prend des photos avec l'iPad, donc pour cadrer c'est plus facile, mais je me suis posé la question, mais en quoi ça a changé aussi ton approche de ce que tu photographies, dans la mesure où on n'est plus du tout sur le même fond. On est avec des Européens, donc on a perdu cette relation à la lumière directe. Voilà, donc c'était des discussions qu'on avait, et c'est pour ça que moi aussi j'en suis arrivé à me poser des questions sur le nom, ou sur la question de la dépossession, des choses comme ça, avec le numérique. Oui, parce que cette question des techniques, en fait, elle est fondamentale, parce qu'elle produit également le contenu. Quand on parle de milieu pour l'image, c'est aussi le milieu technologique qui va venir. Je vais prendre un exemple historique. Je crois quand les premiers Italiens, en fait, de leur naissance, importent la peinture à l'huile, qui a été inventée par Jan van Eyck en Province-Unie. La technique de la fresque, je prends un autre sens. La fresque à fresco, en fait, nécessitait une rapidité d'exécution, en fait, qui n'est plus forcément nécessaire avec la peinture à l'huile. On a donc un rythme qui change et une manière d'aborder l'image qui change, parce que si on regarde comment Giotto, par exemple, a réalisé la plupart de ses fresques, on peut voir aujourd'hui, en fait, avec des techniques modernes, justement, d'exploration de l'image, combien de temps on a passé sur chacune des parties, et c'est extraordinairement cohérent. Les parties, les images les plus fines, les mains, les visages, en fait, sont réalisés avec, par exemple, une journée, quasiment pour réaliser un visage. Ensuite, il y a des parties moins élaborées, en fait, qui, elles, sont réalisées en une journée, il y a un mètre de longueur. On a un rythme qui change avec simplement l'apparition de nouveaux. Mais c'est pas juste une nouvelle technique, c'est que ça oblige les peintres, en l'occurrence aujourd'hui, quel artiste, c'est la même chose avec Internet, avec le numérique, ça oblige à repenser la nature de l'image et ça oblige à repenser la pratique de l'artiste. On ne peut plus aujourd'hui faire comme si
ces techniques n'existaient pas. On ne peut plus même aborder la peinture, sujet aujourd'hui, comme si ce registre technique n'existait pas. Si on pose souvent la question, c'est quoi l'art contemporain? C'est le contemporain de ça. C'est le contemporain de l'évolution des techniques et des contextes sociaux dans lesquels on évolue. C'est pas autre chose qu'un contemporain. À un moment où Manet était contemporain. Parce que lui, il a intégré totalement la photographie aussi dans son travail. Non pas en reproduisant Saint-Jean, en fait, ces techniques, jamais en utilisant la photographie elle-même, mais la photographie est partout présente chez Manet. Chez Courbet, elle est encore plus spectaculaire. Mais l'influence dans les techniques, elle est très souvent indirecte. C'est jamais de la manière d'aujourd'hui, c'est pas forcément les artistes qui font ce qu'on appelle des NFT, non-fungible tokens, des œuvres en fait en ligne purement numérique, qui sont les plus intéressants pour parler de numérique. C'est la possibilité de penser que le milieu technique, et ça c'est quelque chose qui est une sorte de fil rouge aussi dans le travail de Pierre Joseph, cette possibilité de penser qui sont offertes par un nouvel objet technique, par l'invention d'un truc, qui tout d'un coup va changer le rapport entre l'artiste, son public, sa manière de travailler. Si on peut regarder aussi le travail que j'avais fait avec les personnages à activer. Si je reviens un peu au début, donc là on est en 80. Ça c'est 81. C'est une exposition à C'était une exposition donc, qui s'appelait Le Mansal, dont on a parlé tout à l'heure en introduction, et qui était en 91 à Nice. Et c'était la première fois que je proposais comme ça ce que j'ai appelé les personnages à réactiver. Je parle de ça parce que c'est justement la question de l'apparition aussi de technologies qui nous donnaient des idées. L'exposition qui s'appelait The Mansal, une partie de l'exposition était constituée d'une sorte de labyrinthe faite de simèses construites blanches, comme ça, il y avait un blanc, et ça constitue un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, à un moment, j'ai proposé de faire apparaître comme ça une figure qui serait une figure sortie du temps, que j'ai appelée l'épreuse, et à un autre endroit de l'exposition, un autre personnage que j'ai appelé guerrier médiéval, donc qui apparaissait au moment du vernissage et sur lequel les visiteurs tombaient d'une manière ou d'une autre dans leur parcours, mais un petit peu fortuitement comme ça. Et ça m'était directement venu de la question des jeux vidéo qui devenaient de plus en plus importants, de plus en plus de place à la fois dans le temps des gens et dans l'imaginaire. Et pour moi, c'était tout d'un coup, le jeu vidéo était tout d'un coup un rapport différent aux images, et même à la fiction. Enfin, tout d'un coup, on était devant des images dans lesquelles on interférait avec elles, on interagissait avec elles, et quelque part, il y avait l'idée qu'on était dans un mode immersif dans le jeu vidéo, dans l'image. Et ça remettait un peu en cause l'idée que je me faisais des images, d'une manière générale, ou simplement d'un objet dans une exposition contemplée. Et pour cette exposition, j'avais proposé deux personnages comme ça, comme tirés d'un autre étang, d'un autre espace-temps, et qui apparaissaient au milieu de l'exposition. Pour moi, c'était ce rapport très, très tenu comme ça avec le visiteur, parce qu'il y a un peu un rapport miroir d'humain à humain, voilà, faisait qu'on était quelque part complètement kidnappé, dépendant de ce qu'on était en train de voir, parce que très proche, parce qu'humain en fait. Et voilà, c'était
ça partait complètement de la question des jeux vidéo, de pouvoir choisir un rôle dans un jeu, de pouvoir se mettre à la place de pénétrer un paysage, de pénétrer un plateau, etc. Et j'ai essayé de remettre en place ce sentiment dans une exposition. Donc c'était bien par la technologie que c'était passé, mais le rendu n'était pas technologique, puisque simplement des figurants, des gens et puis des costumes. C'est effectivement on peut imaginer que c'est une référence au théâtre, c'est une référence au cinéma, quelque chose qui est de faire passer une discipline dans une autre. En l'occurrence, on attend des expositions d'art, qu'elles soient peuplées d'objets. C'est à peu près notre attente quand on rentre dans un musée ou dans une exposition. Mais ça, c'est aussi d'ailleurs une caractéristique assez arbitraire en fait de notre propre civilisation occidentale. Parce qu'il y a d'autres civilisations pour lesquelles les images sont davantage des sujets que des objets. Parce qu'elles ont une action, en fait, exactement à l'instar des êtres vivants, en fait. Donc il y a toute une littérature anthropologique en fait, qui nous parle de ça. On ne prête pas au pouvoir magique d'action en fait, de la part des objets. Mais nous sommes une civilisation parmi des milliers et des milliers qui ont succédé au cours de l'histoire. Donc c'est intéressant aussi. En l'occurrence, c'est qu'il y a une sorte, il n'y a pas d'interaction véritablement entre les personnages qui vont activer et les visiteurs. C'est des images qui flottent en fait, et qui sont incarnées par les figurants en fait, dans des expositions. Donc on est dans une espèce de flottement d'entre-deux, en fait, effectivement, c'est l'effet jeu vidéo. Ça renvoie à une idée, en tout cas un principe, qui me paraît être un des principes fondamentaux de cette génération d'artistes, c'est l'idée que l'exposition est un film sans caméra. En fait. C'est d'ailleurs le truc le plus intéressant dans Marcel Duchamp, finalement, c'est qu'on va inventer ça. Il y a eu la perspective monoculaire centriste, je crois, ce qu'on appelle la perspective de la Renaissance, qui est un système visuel, une forme symbolique. Mais Marcel Duchamp a inventé d'autres systèmes visuels en se contentant au lieu de représenter une bouteille d'eau, on place la bouteille d'eau. Exactement ce qui se passe quand on fait un film. On fait passer la réalité, entre guillemets, devant une caméra. En l'occurrence, dans le système de l'art, la caméra, c'est le lieu d'exposition. Ça joue exactement le même rôle, en fait. Il y a des gens dans le cinéma qui disaient le cinéma, c'est la langue écrite de la réalité. C'est pas joli. C'est très juste, c'est très beau, et ça renvoie totalement à ce que fait Marcel Duchamp. La langue écrite de la réalité. Au lieu de passer par la représentation, on les présente, en fait, dans ce qui s'apparente à un système filmique, en fait, un système dont la caméra est remplacée par le lieu d'exposition. Et là, en fait, avec les personnages vivants activés que Pierre-Joseph réalise dans sa monde, on se trouve littéralement en fait, dans une autre version de cette idée-là, du film, de l'exposition comme film sans caméra, comme si on pénétrait à l'intérieur du film. C'est qui vit un espace cinégénique ou photogénique. Et ça, je pense que c'est un point commun en fait, de toute génération artistique. Oui, je pense que ça commence, oui, pour nous ça commence assez vite, notamment avec l'exposition dont tu as parlé aux hommes, mais aussi une autre exposition qu'on avait appelée les ateliers du Paradise, à Nice aussi, en 90. Et l'idée de cette exposition, c'était de
faire l'ouverture d'une nouvelle galerie là-bas, qui s'appelle à Paris, maintenant qui est à Paris, mais qui était à Nice à l'origine. Et donc nous étions trois, Philippe Parreno, Philippe Perrin et moi-même, et nous avons décidé de vivre dans cette galerie à Nice pendant un temps qui pourrait s'apparenter à celui de vacances, puisque nous étions au mois de juillet et août. Et donc de rester là-bas pendant un mois. La galerie est située sur le cours Saleya, proche de la mer, dans une sorte de cadre un petit peu déjà visuellement photogénique. Et l'exposition, si on peut appeler ça une exposition, consistait en un choix de mobilier qu'on avait réalisé en accord avec les galeristes, mobilier plutôt design, séduisant, qu'on s'est fait prêter, des œuvres d'art qu'on avait présentées comme ça, à qui on avait demandé à différents artistes de nous prêter des œuvres. Il y avait une œuvre un Big Mood de Helmut Newton, il y avait une installation d'Angela Bullock lumineuse, il y avait des mobiliers en inox de Ron Rad, il y avait des très belles choses comme ça, et au milieu, nous avions mis des œuvres allemandes aussi. Il y avait des murs colorés aussi dans la galerie. Et le principe, c'était d'avoir annoncé que c'était une exposition, mais que c'était aussi comme un film en temps réel, et que c'était donc comme un film sans pellicule, c'est-à-dire que le visiteur était amené à construire mentalement des séquences dans ses souvenirs, de ce qu'il avait vu, de ce qu'on était en train de faire à ce moment-là, si on faisait une performance, si on assistait à un cours, si un tas d'activités qu'on s'était programmées comme ça au niveau de cet espace. Et voilà, c'était à la fois un moment de vie, mais c'était dans l'idée qu'il y avait toujours un cadrage possible et qu'on était dans une situation quelque part photogénique. Donc pour les vernissages, par exemple, il y avait une série de 500 t-shirts que les visiteurs pouvaient endosser en choisissant son t-shirt. Sur chaque t-shirt, il y avait un mot brodé, alors ça pouvait être la carte de crédit, la fin du monde, je sais pas, l'effet spécial, l'égoïsme, la météorologie, l'allumette, et donc chacun choisissait comme ça un t-shirt, et rien que le va-et-vient des gens dans l'espace et les rencontres de l'un avec l'autre produisaient déjà des mini-scénarios, parce que si l'allumette rencontrait, je ne sais pas quoi, un morceau de papier, ou je dis n'importe quoi, mais enfin, tout de suite on créait une mini-histoire de ce qu'on voyait. Et il y avait d'ailleurs une jeune scénariste qui était là, Marion vers nous, et qui écrivait en voyant les gens se déplacer, ce qui s'est passé. Une sorte de scénario comme ça en temps réel de la soirée vernissage. Voilà, donc c'était aussi d'essayer de prendre un petit peu tout en compte dans cette exposition, à la fois le visiteur, à la fois comment le visiteur arrivé là, c'est-à-dire qu'on avait envoyé même un carton d'invitation qui était comme une carte en plastique de VLP, un petit peu ce qu'on donnait à l'époque pour rentrer dans les boîtes de nuit. Si on était privilégié, on avait la carte qu'on pouvait rentrer, sauf que là on envoyait à tout le monde cette carte. On essaie de prendre en compte un peu tous les niveaux comme ça de l'invitation jusqu'à comment le visiteur allait être habillé, immergé dans cette proposition. Il y a un autre fil peut-être que j'ai envie de tirer de la note de nous, qui est déjà juste un petit détour historique. C'est qu'on est tellement habitué à témoigner, à voir comme ça un système de représentation qui est toujours jouable en Occident, qu'on ne voit même plus, en fait. Et ce système de représentation, c'est l'idée d'une figure sur un fond. Et 9/10, voire plus, en fait, des images de peinture que nous connaissons, c'est des figures humaines sur un fond. Figures fond, qui correspondent en fait à une
croyance fermement ancrée en Occident, au moins depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est qu'on a d'un côté la matière et de l'autre la forme. Ça, c'est Aristote, en fait. Il y aurait de la matière d'un côté et de la forme de l'autre. Et l'art, comme la création générale, et ça va jusqu'à la sexualité humaine, Aristote englobe ça dans le même sac, c'est imposer une forme à une matière. Et quand je dis ça, en fait, tout ça absolument banal et normal, on est bien d'accord. Or, c'est une sorte de point aveugle de la pensée occidentale depuis des siècles et des siècles, qui n'est absolument pas partagée par votre civilisation entre l'idée que les matières soit apposée, une force imposée à la matière, c'est un geste en fait, qui détermine toute la métaphysique occidentale, parce que c'est ça qui génère la séparation entre nature et culture, c'est ça qui génère aussi, on voit très bien chez Aristote, en fait, une misogynie fondamentale, par exemple, parce que il y a aussi le principe actif et passif, matière imposée, la forme imposée à la matière inerte, actif, passif. Ça va donner au fil des siècles civilisé, sauvage, la nature d'un côté, la culture de l'autre, et visuellement, ça se représente comme une figure, son enfant. Ce que les récents événements climatiques, en tout cas la prise de conscience climatique planétaire à laquelle on assiste depuis une dizaine, une quinzaine d'années, si elle nous a fait entrevoir autre chose, c'est précisément ça, je pense. On ne peut plus aujourd'hui se considérer comme le spectateur de quelque chose qui nous est extérieur. La nature, c'est plus un environnement. Déjà, parler d'environnement, en fait, c'est déjà dire énormément de choses. C'est un décor. Ça, c'est dans la Bible. Dans la Genèse, c'est très clairement dit que l'être humain doit façonner, modifier, construire en fait cette matière qui est son environnement. Je le retrouve chez Descartes. Ça, c'est toute l'histoire de la philosophie occidentale. Et cette histoire-là qui nous amène aujourd'hui en fait, à nous poser des questions, tout simplement, puisque nous nous rendons compte qu'on est tous embarqués dans une réalité qui n'est pas extérieure à nous, mais dans laquelle nous sommes immergés. Pour commencer le mot immersion tout à l'heure, qui me semble extrêmement important d'avoir en tête quand on regarde les images que propose Pierre, Joseph, parce que c'est littéralement ça l'impression qu'on en a en fait visuel. C'est intuitivement. Moi j'ai l'impression d'être immergé dans quelque chose qui n'a pas de bord, qui n'a pas de fin, qui est une image en fait, d'une personne, de chaîne, en fait, on sait qu'entre deux de ces images, en fait, on aura quelque chose d'assez similaire. Littéralement. Et c'est cette impression-là, je trouve, qui fait toute la poésie, en fait, de cette œuvre. C'est qu'on est, littéralement, immergé dans une image. De la même manière qu'en tant qu'espèce humaine, nous sommes immergés dans une atmosphère, dans un milieu qui n'est pas extérieur à nous. Ça, c'est un débat qui crée des zones de discussion. C'est la question de la différenciation entre nature et culture, qui est aussi typiquement occidentale, qui a été profondément remise en question pour la pensée, notamment par l'anthropologie, ces 20 dernières années, et qui constitue aujourd'hui des champs de réflexion les plus prolifiques, les plus intéressants. Et j'en vois, en tout cas, même si ce n'est pas forcément des références, hein, c'est pas la question, mais intuitivement, tu exprimes quelque chose qui est de l'ordre de l'impression. Ce que j'exprime théoriquement, c'est je me retrouve d'une manière
flagrante. Oui, et puis il y avait quand même cette question aussi derrière, par rapport à ces prises de vue, de ne pas être là non plus, de disparition. Parce que, bien évidemment, toutes ces séries, comme disait Nicolas, il n'y a pas de sujet sur un fond, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a rien, c'est un peu comme si ça se faisait sans nous, sans moi, sans nous. Et ça m'a guidé quand même pas mal sur ces séries-là, y compris dans le process de fabrication. Déjà la prise de vue. Bien évidemment, c'est pas. Je veux être à la manœuvre avec l'appareil photo, c'est important que si je veux dire qu'il n'y a pas de cadrage, qu'il n'y a pas de regard très structuré quand je fais une photo, il faut que ce soit moi qui les prenne pour pouvoir dire ça. Si c'est une machine, c'est une autre problématique. Mais en tout cas, c'est proche de ça, c'est-à-dire que je fais des photos d'une manière un petit peu comme ça, dépossédée, et ensuite, avec les réglages qui sont pareils, et ensuite, les tirages sont aussi réalisés en ligne par une entreprise, là ça s'appelle Picto, mais ça existe à plein de différentes, on envoie ces fichiers, et finalement, on peut cocher une case pour qu'il y ait un technicien qui regarde le cliché avant de les imprimer, enfin de les lancer sur papier photo, ou c'est faire la machine complètement, c'est-à-dire que ça se fait un petit peu sans regard externe. Et c'est ce que j'ai réalisé pour ces images. Donc il y avait l'idée à la fois de se déposséder en tant qu'auteur, mais qu'il n'y ait plus grand monde là-dedans non plus. Voilà, alors effectivement, ça fait écho à des choses qui m'ont aussi intéressé, mais qui reviennent aussi des questions contemporaines que tout le monde traite un petit peu maintenant. C'est aussi un monde sans humain, c'est qu'est-ce que c'est le monde sans nous, quoi. Voilà. Donc il y avait un peu de ça aussi là, quand j'ai commencé, je me posais un peu ces questions-là. C'est une fameuse de philosophes, notamment aux États-Unis, qui essaie d'imaginer un monde sans humain. C'est ce qu'il appelle le grand dehors. Le grand dehors, c'est le monde tel qu'il est, tel qu'il serait, tel qu'il a été, en dehors de tout témoin humain. Et c'est quelque chose qui est presque impensable pour nous. On n'a pas pensé un monde qui ne s'est pas regardé par nous-mêmes. Or, pourtant, ce monde existe. En fait, la Terre peut fonctionner sans nous. Mais c'est devenu l'ordre de l'impensable. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait effectivement cette impression d'une sorte des éléments dans ces images, et qui se sont connectés. Alors, je ne sais pas si quelque chose est intégré dans le jeu, c'est le blé, c'est la première céréale domestique sur le Proche-Orient, c'est une importation du Proche-Orient, il n'est pas en Europe. Et c'est le début du néolithique. C'est ce passage, en fait, ce moment. C'est le début de la fin, non? Oui, c'est le début de la fin. Je sors que lui. Voilà. Donc il y a deux séquences différentes. Oui, complètement. Avec les livres, c'est un peu ce que j'avais. C'est, entre guillemets, c'est comme ça que j'avais un peu vendu le projet quand on m'a demandé de faire quelque chose pour une exposition telle que j'aurais dit, je vais faire un truc. Voilà, futur, mais de renvoyer la question du chasseur-cueilleur, donc avec le mur de bleu. Effectivement, le blé, je le disais un petit peu au début, ça renvoie vraiment à une sorte d'origine comme ça, quand l'homme commence à se sédentariser, s'arrêter, et cultiver, et voilà, c'est ça. Oui. Un autre film, peut-être, que je voulais aborder, dont tu as parlé déjà c'est qu'on parmi les éléments qui composent le contexte, le milieu dans lequel on voit les choses aujourd'hui, il y a, bien entendu, la
surproduction des images. On produit à peu près, l'humanité produit chaque jour quelque chose comme 3 milliards d'images. Chaque jour. Sur Instagram, partout, avec la prolifération des smartphones, en fait, c'est devenu une sorte de, ce que le cinéaste avait vu, j'ai trouvé une sorte de pellicule qui est iconographique, qui recouvre la planète. Il est plus facile de voir des images que la réalité, parfois. Et je pense que dans mon travail, il y a une illusion de cette circulation-là, à cette surproduction, cette course effrénée à la production d'images, qui dit quelque chose de la condition de l'être humain aujourd'hui. Cette pellicule iconographique, elle change complètement notre rapport à nous, regardeurs, visiteurs d'exposition. Ce qu'on va voir en fait, dans un musée ou dans une exposition, et forcément pas de mémoire, pas de même nature que un individu du XVIIe ou du XVIIIe siècle, en fait, parce que la production d'images, sur le coup, était totalement régulée. Il y avait une sorte de monopole de fait de l'image. Anthropologiquement, l'idée même de l'image a complètement changé au cours du XXe siècle. Et ça implique forcément une autre manière de travailler pour les artistes. Je parle souvent de la capacité de navigation des artistes. La question, c'est plus aujourd'hui l'accumulation des choses, la production même, c'est la capacité pour un artiste de créer des liens entre les choses, de relier tel truc, de manière à créer une sorte de parcours. Et ce qui compte aujourd'hui, ce qui est plus important parfois que la production elle-même, que la capacité d'élaborer une image, c'est aussi la capacité de les mettre les unes à côté des autres, ou en tout cas d'une part, et d'autre part de savoir pourquoi on les produit, et d'intégrer la production elle-même dans la question de l'image. Et ça donne effectivement des travaux de toute autre nature que était la peinture du XIXe siècle. Mais les deux, que ce soit Manet, Monet, les artistes d'aujourd'hui, réagissent tout simplement à leur contexte, à ce qui se passe autour d'eux et d'elles. De ce point de vue-là, ça a changé. Mais c'est beaucoup la question de la surproduction et de la prolifération d'images. Oui, parce que c'est j'ai des discussions avec d'autres artistes. Je m'en souviens d'une, avec un artiste m'a dit moi, tu sais, j'ai arrêté de faire de la photographie parce que je travaillais sur l'intime, et puis maintenant il y a Instagram et tout ça, et je vois toutes ces images que tout le monde produit, qui sont parfois des photos forcément intimes, parce que la famille, l'entourage, les proches, etc. Et il dit, mais par rapport à ça, j'ai presque plus rien à dire, parce que c'est là, c'est devenu là partout. Donc lui, il s'est remis à la peinture. Donc, un pas de côté. Ça vient de l'art. Oui. Pierre Bonnard. Donc et forcément, ça force la question des réseaux sociaux, des images de leur circulation, force à prendre parti aussi complètement. Peut-être que là aussi se justifie le fait d'avoir une écologie des images, c'est-à-dire par où elles viennent, comment elles viennent, pourquoi, est-ce qu'il y a un protocole, comment j'ai fabriqué cette image. Ce qui est moins évident sur le défilement des images sur Instagram ou Facebook. On n'a pas, il manquerait quelque chose. Il y a un moment où l'accumulation des images, justement sur les réseaux sociaux et ailleurs, d'ailleurs, fait presque penser mécaniquement à l'accumulation des bouteilles de plastique dans l'océan. Moi, ça me fait toujours penser à ça. Il y a un côté accumulation qui est le pire, sans doute. C'est, et ça, je pense qu'il faut vraiment penser à chaque fois, toutes ces images ne sont jamais vues. C'est a priori, en fait, l'histoire de l'art est faite exclusivement, peut-être une bêtise, mais je vérifierai moi-même,
exclusivement d'œuvres qui sont faites pour les vues, qui sont destinées à être exposées. Je cherche une exception, c'est très difficile, je pense, mais ça doit exister, en tout cas, disons en général. Aujourd'hui, ce que notre époque invente le plus, c'est davantage des machines de vision, en fait. Du scan. Le scan, en fait, regarde la place, autour de passe sanitaire, tac. C'est un outil qui regarde la place, en fait, et qui, finalement, en met une forme. Ce qui était au départ l'apanage de cet humain. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de machines optiques produites aujourd'hui qui sont destinées à lire les images et les formes que de machines qui sont destinées à produire. Donc, on pourrait tout à fait imaginer en fait, une société dans laquelle des robots produisent des images qui sont lues par d'autres robots. Et c'est d'ailleurs tout à fait en train d'exister. C'est déjà des choses qui utilisent l'Internet des objets. Les images sont regardées par le tri des images, est-ce que ça rentre dans le on appelle ça sur Facebook ou sur les images qui sont censurées automatiquement parce qu'elles ne sont pas plus ou moins suggestives, mais du coup c'est des robots qui regardent ça. C'est flippant. Il y a peut-être des questions? Oui. Non, c'est dommage, je ne sais pas si vous allez les entendre suffisamment. Si ce n'est pas le cas, je prends un micro. Vous parliez à l'instant de tri des images. Et juste là, je me pose cette question, est-ce que vous avez trié vos images, bien si elles sont venues comme cela, les unes après les autres, et que vous avez gardé dans cet ordre, en quelque sorte, au moment de la prise de vue? C'est à peu près une succession d'images, simplement certaines avaient trop avaient un détail qui faisait qu'elles étaient trop particulières. Et donc certaines ont été abandonnées pour ça, mais sinon c'est de l'ordre de la succession. Nous, on va avoir, je dirais, la 558, la 559 et puis la 562 après. Il va y avoir un trou à un moment. Mais... Vous allez chercher la neutralité maximum? Oui, mais c'est toujours un dosage en fait, parce que si c'était trop neutre d'une manière globale, ça serait pas intéressant. Dans mon choix, je tolère la différence, mais dans une certaine mesure. Donc il y en a qui vont complètement sortir pour une raison ou une autre de la série, et je ne les mettrai pas. Mais sinon, on est effectivement dans une séquence. Après, leur ordre, c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, ça peut être 3, 2, et puis peut être dans un ordre différent. Mais c'est là qu'intervient votre dimension artistique. Parce que, depuis tout à l'heure, on parle d'images. Toutes les images, je dirais, ont une fonction artistique, ont une attitude artistique ou pas. Là, ça vaut, au fond, dans ce que vous êtes en train de dire, ça remet en question le statut de l'image, complètement. C'est-à-dire l'image comme étant quelque chose de mortifère, quelque chose de mort, quelque chose qui présente l'absent, et puis voilà que ce qui est apparemment passif, dans le fond, devient quelque chose qui va capter plus ou moins, selon, je dirais, la qualité de l'artiste ou la qualité de sa production, qui va capter plus ou moins le regardeur, et je préfère que ce regardeur se dise, dans cette situation-là, il se passe quelque chose. C'est pas rien, parce que ça, quand on regarde un truc, on a l'impression que c'est rien. Parce que c'est un champ comme ça, on est habitué à ça. Mais je dirais, à la fois que vous dites, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de personnage,
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'êtes pas là non plus. Enfin, quelque part, vous dites c'est pas moi, c'est la machine. Mais vous êtes. Mais c'est partout. Je veux dire, le blé, ça existe parce qu'il y a des hommes qui le plantent, comme ça. La photo, elle existe comme ça parce qu'il y a beaucoup de machines qui font des photos comme ça. Il y a beaucoup qui vous mettez comme ça. Et tout ça, ça fait en effet tout un ensemble à laquelle on a affaire et qui a affaire des choses, et qui fait qu'on va se dire, mais pourquoi qu'est-ce que c'est ce truc? Et à ce moment-là, ça nous impulse une question. Autrement et ça remet en question complètement le statut de l'image. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est une réalité. C'est une réalité qui vient nous interroger et sur laquelle on va vouloir agir en retour, quelque part. C'est une remarque très importante. Ouais. Ça me fait penser à autre chose, en fait. Genre, quand il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'image, que je n'arrive pas à exprimer maintenant, là. C'est la focale. C'est-à-dire, si vous vous approchez, vous avez une impression d'hyper-réalité absolue, tellement c'est détaillé, tellement on est dans le. Mais pas sur toute la surface de l'image, juste sur une bande. Et c'est pas toujours au même endroit, parce que je crois pas vraiment en place. Mais c'est la netteté qui est complètement folle, vous avez hyper-réaliste. Mais effectivement, il faut s'approcher, et en même temps, c'est juste la netteté sur un objet qui n'est pas follement intéressant, bien sûr. Sur un blé, voilà. C'est là où vous avez raison, en fait, il y a une mise en question en fait, du statut de l'image qui est supposé d'apporter, de montrer quelque chose d'exceptionnel. Après, c'est une très très longue discussion, mais ma conviction profonde, c'est ce que les Occidentaux appellent beauté. Je dis les Occidentaux parce que beauté, c'est le mot qui existe pas en chinois, par exemple, pour un concept complètement différent. Le concept beauté occidentale n'est pas traduisible en chinois et dans beaucoup d'autres langues. Mais ce que nous on appelle beauté, qu'on pourrait traduire par d'autres choses et qu'on peut compléter par d'autres concepts qui seraient tout aussi intéressants d'explorer, et qui va pour l'art, c'est une question d'énergie. Et on parlait de ça tout à l'heure, c'est pour ça que je me rappelle, mais la beauté, pour moi, c'est une capacité à générer de l'énergie. Parce que l'œuvre d'art, c'est un signe. D'accord, c'est un être humain qui émet un signal. Et ce signal, ça peut être peint en bison sur une grotte en fait l'assaut. Ça peut être la Joconde, si plus besoin dans le ordre d'idées. Et ce signal, comme tous les signaux, il dure s'il y a suffisamment d'énergie. Si vous décidez d'émettre un signal d'ici à là-bas, vous avez besoin d'énergie. Quelle que soit cette énergie humaine, cette énergie électrique, cette énergie n'importe quoi, mais de l'énergie. Et donc, si on s'intéresse encore aujourd'hui à des fresques, des tableaux qui ont été réalisés au XIIe siècle, au XIe siècle, à l'histoire, à Vermeer, etc., c'est parce que leurs œuvres ont engrammé, ont inscrit, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. De l'énergie. Bon, ça vraiment que ça, mais c'est justement à propos de ça, parce que ça me semble important pour appréhender ce travail en oubliant le côté mort, justement. Oui, je voulais juste dire un mot par rapport à ce que vous aviez dit. Effectivement, c'est parce qu'on n'est pas sur une image unique aussi, que c'était aussi l'engagement de la répétition. Pour moi, on était moins dans une représentation que, comme on l'évoquait tout à l'heure, une présentation. C'est-à-dire que le fait de multiplier les images
de faire, je dirais, une moisson d'images, une récolte d'images à l'image du sujet lui-même, j'avais l'impression aussi d'envoyer quelque chose de particulier. Pas une image unique, mais la mise en place d'un protocole qui fait que j'allais effectivement donner quelque chose du champ, de ce champ. Une force. À ce moment-là, c'est les mots forme et force qui viennent. Et pour s'opposer un peu à ce que disait Aristote, c'est la forme qui se plaque sur la matière inerte. Alors maintenant, on sait que l'homme et la femme, on sait qu'elle n'est pas si inerte que ça, d'une part, qu'elle est acceptante, coopérante tout à fait, et que la matière elle-même, elle est acceptante et coopérante dans la forme qu'il est possible d'avoir. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi, on fait dans une certaine forme possible, une forme qui va s'étayer sur différents supports, d'adaptation. Alors, quand vous parlez d'énergie humaine, c'est là que j'étais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est l'homme qui met en forme. Je vais vous interroger parce que moi j'ai l'impression que c'est la forme, je dirais, qui s'impose quelque part à celui qui la transmet, et qui peut être un artiste, et qui va justement appréhender quelque chose, et que si cette appréhension, c'est pour ça que vous pouvez disparaître d'une certaine façon, en vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui s'appréhende, et que vous êtes capable de traduire, exprimer, mettre en forme. D'accord, alors. Oui, mais c'est pas une domination. C'est quelque chose qui vous traverse. D'accord, parce que effectivement, cette idée aristotélicienne de matière, formalisée en matière, c'est la formule en fait, de l'utilisation esthétique, ça part, tous les assujettissements en fait, des siècles différents. C'est très clair. Et l'idée de noter chez Kant, elle vient de Descartes. Ça fait dans son traité. Vous parlez de vos images. Moi, j'y vois quand même des lignes parallèles un peu partout qui signifient quelque chose, peut-être. Il y a une tension, si je peux dire, quand on regarde du haut en bas l'image. Est-ce que c'est le semis du blé? Est-ce que c'est autre chose qui a imprimé ça? Je ne sais pas. Mais l'image n'est pas plate. Il y a quelque chose qui se développe, et on le trouve, là particulièrement dans les derniers. Expliquez si vous pouvez. Toujours est-il que, par rapport à tout ce qui a été développé par vous à ce sujet, je voulais juste citer Friedrich Kittler, gramophone, film et typewriter, dans l'autre, qui disait donc que ce que nous faisons dans l'art est absolument imprimé, si je peux le dire, parce que nos machines, parce que les moyens que nous utilisons nous imposent de faire. Il allait même à un moment donné plus loin jusqu'à dire finalement l'homme ne fait rien, c'est les machines qui font pour nous. Bon, c'est peut-être aller un peu loin, mais de plus en plus ça commence à être ça. Dans le monde où on va sur la Lune, où on n'est plus rien, on est ce que sont nos machines. Et quand vous disiez que oui, les choses pouvaient se voir autrement et la beauté peut-être d'une manière différente, vous avez cité les Chinois, mais fondamentalement, l'art oriental fait la prolongation avec la nature. C'est que l'homme, il est dans la nature, dans sa prolongation. Et, parce que je connais un artiste chinois plus particulièrement, il me dit je fais de la nature. C'est la nature qui me dit de faire. On est
finalement, on en revient avec l'écologie aujourd'hui, ce que découvrent un peu depuis un certain temps les Occidentaux et l'Anthropocène, c'est les Orientaux qui le savaient déjà. Donc, il y a un moment, on devrait les écouter un peu, on devrait peut-être mieux connaître leur manière de maîtriser et d'avancer dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, dans la physique fondamentale, il a été dit que les concepts qui concernent la physique, finalement, la philosophie orientale était beaucoup plus proche, puisque nous sommes un peu binaires, hein, vous le disiez, alors qu'eux, ils sont dans un continuum. Alors c'est le continuum qui prévaut aujourd'hui, puisqu'on imagine la constante de Planck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 42 secondes ou 43 mètres, il y a un moment de fluctuation qui donnera ou qui ne donnera pas naissance à quelque chose. Ça, c'est pas du plus ou du moins, c'est une variation. Donc voilà, pour rebondir sur ce que je veux dire, il est très clair que dans la peinture chinoise telle qu'elle se met en place dès le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, même avant, je pense, il y a cette idée de fusion avec la nature. Et la peinture chinoise développe, valorise la réception. C'est-à-dire ce qui, pour un occidental, en fait, est considéré comme passif et négatif, va être, au contraire, la principale qualité du peintre. Donc, on se trouve devant deux postulats, en fait, deux visions du monde complètement opposées. La situation européenne, elle commence avec Gilgamesh, dans le Proche-Orient. C'est le bâtisseur de Uruk, en fait, c'est la légende de Gilgamesh, c'est en 2800, quelque chose comme ça. Mais toujours on parle de lui comme le bâtisseur des mondes de la civilisation, genre dans la ville. Et il est obsédé par une chose, c'est tuer le génie de la forêt. En fait, tout est dit là. En gros, c'est la déforestation. C'était son truc là. Et on voit là qu'il y a une manière de percevoir le monde et l'action de l'être humain en fait, dans ce monde qui va être à l'opposé justement de ce que les Asiatiques vont développer au même moment avec l'ambition suprême d'entrer en fusion avec le monde. Et ces deux postulats, en fait, on l'a retrouvé tout au long de l'histoire. C'est pour ça que c'est toujours assez étonnant de voir comment l'histoire de l'art européenne, la peinture chinoise s'est expédiée en un chapitre au début, etc. Parce qu'il y a une grande difficulté à comprendre ce qu'il veut dire. Tout simplement, c'est qu'on n'est pas prêt parce que on n'arrive pas à valoriser justement la réception des choses, de laisser venir des choses. Ce que les Chinois appellent le wu-wei, le non-agir, qui n'est pas rien foutre, hein, mais qui est ne pas agir contre les choses. Quand Gilgamesh sur la déforestation, on montagne du cèdre, on est exactement dans l'inverse. Je pense qu'avec la prise en considération de l'écologie aujourd'hui, nous allons devoir. On a la possibilité d'intégrer, d'inclure, pour reprendre un mot qui m'est cher, d'inclure cette pensée-là. Et ça se voit aussi dans l'art. Je pense qu'il y a aujourd'hui des pratiques, en fait, en tout cas, qui sont déjà d'ores et déjà intégrées depuis 15-20 ans en Occident. C'est ce qu'on avait pensé. Juste pour mieux faire comprendre, parce que j'avais cité la physique quantique, déjà tout le monde le sait, la lumière c'est des quantas et c'est de l'ombre. Déjà en soi, je veux dire, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a des scientifiques ont accepté à un moment donné qu'effectivement les choses n'étaient pas tranchées. Quoi. Les choses étaient en prolongation du cosmos. Et puis une toute dernière intervention de ma part, vous avez dit que les photographes pensaient peut-être aller dans la peinture parce que finalement l'image a été envahissante et en fait, comme vous disiez justement, oui, ce que doit faire un artiste, c'est finalement trouver du sens entre différentes images, on va dire.
Et c'est peut-être aujourd'hui une des raisons pour lesquelles on revient à une peinture. Vous savez bien, de plus en plus, on revient à la peinture. D'ailleurs, tout récemment, Damien Hirst fait des peintures. Alors, c'est peut-être pas l'exemple qu'il faut, mais c'est quand même l'exemple. C'est quand même l'exemple. Parce que. Ben oui, voilà. Alors, ça, c'est du marketing, ça. C'est ça, c'est le côté. Mais la sympathie. Voilà, ce sera en autre discussion. Alors, je suis obligée de vous alerter sur l'heure. Peut-être vous pouvez apporter une conclusion, peut-être une dernière question. Eh bien, la conclusion, c'est pour toi. C'est bon. On a fait la petite en plus. J'ai appris que la bêtise, c'était de conclure. Bon, non, c'est vrai. Pour moi, c'est sans fin plutôt que de conclure. Je vois qu'il y a une progresse. Merci beaucoup. Merci à vous.